Bonjour à tous, ravi de vous revoir aujourd'hui et bienvenue sur ce nouveau webinaire qui a pour but de présenter aujourd'hui une nouvelle résidence qui est la résidence Square Saint-Michel. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Thibaut aussi, le responsable de prescription chez Pierre de Seine. Et Pierre de Seine, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un promoteur normand qui réalise des programmes résidentiels et tertiaires, principalement à échelle locale. Donc depuis la création du groupe, on s'est toujours efforcé de concevoir des projets de qualité à échelle locale et avec transparence et professionnalisme. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une construction neuve, on parle d'un projet de réhabilitation sous un dispositif qui s'appelle le déficit foncier. Euh, pour la plupart d'entre vous, certains connaissent ce dispositif-là, mais pour le résumer très brièvement, ça vous permet de réduire vos revenus globaux jusqu'à 10 700 euros par an de travaux réalisés sur le bien locatif, réduisant donc ainsi votre impôt sur le revenu. Et au-delà de ce plafond, l'excédent de charges reste imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes. Donc vous l'aurez compris, c'est aujourd'hui un dispositif qui est très très avantageux pour la plupart des personnes désireuses de réduire leurs impôts fonciers. Donc on passe tout de suite à la slide 2 qui est le sommaire. Donc au menu aujourd'hui on va passer en revue le marché, l'emplacement du projet, la bâtisse existante, ce que l'on va y faire bien sûr, un peu d'informations financières puisque ce sont des éléments qui seront intéressants pour vous, une simulation que j'ai spécialement préparée pour comprendre un petit peu comment fonctionnait ce fameux dispositif de déficit foncier. Et enfin, le calendrier de l'opération, qui seront des éléments importants tant pour vous en tant que client que pour vos potentiels acquéreurs. Sachez que pendant la présentation, vous avez la possibilité aussi de poser vos questions. On a Laurine qui est derrière l'image qui se fera un plaisir d'y répondre, ou même je pourrais en échanger et en répondre directement avec vous à la suite de la présentation. Donc on commence avec le contexte du marché. J'ai inscrit dans un premier temps une ville dynamique. Pourquoi? Parce que Le Havre aujourd'hui, si on résume, c'est le premier port français pour le commerce extérieur. C'est un pôle industriel qui est majeur. Vous avez bon nombre d'entreprises, Total Energy, Renault, Safran, qui sont aujourd'hui des gros bassins d'emploi. Et enfin, c'est une ville qui est universitaire, peut-être pas à échelle de Rouen avec ses 45 000 habitants, mais vous avez quand même 14 000 étudiants, la présence du campus Sciences Po Le Havre, l'IUT ou encore l'Université du Havre. C'est une ville à forte tension locative, Le Havre. Vous pouvez discuter avec les différents agents immobiliers sur la ville, tous vous diront la même chose. Si vous êtes sur Le Havre, vous aurez quelques galères pour trouver un appartement en location sur le secteur. Cela s'explique par le fait que les jeunes primo-accédants ont du mal à acheter, à devenir propriétaires, et on n'a pas donc ce fameux roulement, ce turnover qu'on pourrait observer sur cette ville-là. Enfin, la valorisation immobilière élevée dans l'immobilier ancien, en centre-ville. L'ancien comme le neuf, ça représente des prix qui sont généralement soutenus, stables. C'est pas étonnant de trouver 4 700 euros du mètre carré dans l'immobilier ancien au Havre, et j'en ai eu la preuve pas plus tard qu'hier en regardant encore sur le site Le Bon Coin. Et pour le neuf, c'est encore pire, ça peut aller jusqu'à 7 000 euros du mètre carré en centre-ville. Enfin, j'ai mis la fin de la loi Pinel. Pourquoi? Parce que on a moins de concurrence, donc on a plus d'intérêt aujourd'hui pour le foncier ancien ou encore le foncier récent, comme on peut l'avoir sur Le Havre. Quelle conclusion on peut en tirer? Le Havre, c'est une ville qui a été rasée pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Il y a de ce fait peu de résidences anciennes, ce qui donne un intérêt pertinent et une valorisation intéressante sur des produits notamment en déficit foncier. C'est cette rareté couplée à une demande locative soutenue qui fait de ce fameux déficit foncier au Havre une opportunité que peu de villes peuvent proposer avec autant de cohérence. Concernant notre autre slide, la localisation et l'environnement du projet. Donc on est sur une résidence qui va se trouver dans le quartier Saint-Michel. Le quartier Saint-Michel, il s'inscrit plus largement dans le quartier Coty. Quartier Coty, c'est un quartier qui est commerçant. Vous avez l'hôtel de ville qui n'est pas loin, on est à 6 minutes à pied. Vous avez la mer, 16 minutes à pied. La mer, c'est la porte Océane. C'est deux immeubles qui sont assez connus au Havre. La gare SNCF, c'est 14 minutes
à pied. Alors là, j'ai un petit peu triché. En fait, vous devez descendre à pied et pouvoir reprendre une ligne de tram qui vous emmènera à la gare. Mais tout ça pour vous dire que ça se fait assez rapidement. Et enfin, des groupes scolaires, hein. Vous avez l'école Saint-Michel, on est à 4 minutes. Vous avez un CFA à proximité de la résidence, on est à peine 1 minute à pied. Et enfin, un lycée réputé, le lycée François 1er, qui lui est à 8 minutes à pied. En conclusion, on retrouve bon nombre de commerces, de transports en commun, ce que l'on a dans un centre-ville tout simplement. Sur cette autre slide, donc concernant cette fois-ci 3 points importants, le fort dynamisme économique, le contexte urbain en mutation et enfin le marché immobilier porteur, on va retrouver déjà un premier point, le centre commercial Coty qui est à quelques minutes de marche du projet. Pour vous citer des chiffres, le centre commercial Coty, c'est 27 000 m² de surface, vous avez 80 magasins et un total de 5 millions de visiteurs par an. C'est un centre commercial qui est actif, qui est relativement haut de gamme. Enfin, vous avez une halle gourmande. Cette halle gourmande, elle a ouvert en 2023. C'est un concept assez sympa en fait. L'idée est de pouvoir faire ses courses et de consommer aussi sur place si on le veut. Et là, vous retrouvez dans cette halle, on va dire, tout le package important de la vie au quotidien, notamment ce qui va concerner boucher, boulanger, poissonnier, maraîcher. Je ne vais pas tous les faire parce que sinon ça va prendre du temps, mais tout est là et bien en place. Le contexte urbain en mutation, donc il y a des gros travaux qui sont prévus, je dis qu'ils sont prévus, mais qui sont déjà en cours d'ailleurs hein, sur le quartier. L'idée c'est d'aménager en fait les voies, d'avoir de la mobilité douce et de retrouver de l'espace vert. Transport en commun, on a le tram, on a la ligne C, qu'on pourra faire vraiment en long, en large et en travers, puisque vous avez la ligne C1, C3, C4, C5, C6. Toutes ces lignes de bus vous permettent de vous transporter d'un point A à un point B dans le Havre et dans les extérieurs du Havre. En partant de Coty, vous avez en fait rendez-vous partout au Havre via les transports en commun. Dernier point important, le marché immobilier, il est porteur. On est dans un cadre qui est patrimonial, qui est préservé par les différents bombardements, comme j'avais pu le préciser dans d'anciennes slides. Et du coup, il y a de belles bâtisses encore restantes, principalement des maisons, des belles maisons de maître dans le secteur. C'est important à dire, mais c'est un quartier qui est relativement safe et vivant. Vous pouvez vous y balader tranquillement le soir, pas de problème. Et enfin, concernant la zone locative tendue de ce projet, là encore, il y a peu d'offres, ce qui donne de la pertinence et de la cohérence à faire une résidence et à proposer un appartement à la location ici. Sur cette prochaine slide, donc, on va dans le vif du sujet cette fois-ci. On va parler de l'immeuble existant. Alors pour le faire par ordre chronologique, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment, c'est une ancienne caserne militaire hein, qui a été édifiée au 19e siècle. Aujourd'hui, le bâtiment est toujours habité, mais pas cette fois-ci par une caserne militaire, par des militaires à proprement parler, mais par la fondation Léni, qui est un centre d'accueil pour enfants. Je dis toujours habiter, ça a son importance. C'est un bâtiment qui est chauffé l'hiver, qui est entretenu, et c'est ce qui donne aussi un élément qui va pouvoir rassurer les acquéreurs et qui va pouvoir nous sécuriser aussi sur le coût financier des travaux de réhabilitation de la bâtisse. Dans le cadre de l'opération, on a fait venir une entreprise, l'entreprise Ortelli. Cette entreprise a sondé les planchers du bâtiment. Donc tout est sain aujourd'hui, on a eu un retour qui était très positif. C'est aussi un point qui est à préciser. C'est une bâtisse qui a été visitée aussi par nos propres équipes techniques. Nos propres équipes techniques internes. Et c'est hoc sur le retour. C'est un bâtiment en briques. Idéal en fait pour une réservation qui est qualitative, qui est haut de gamme. Ça, ce sont des points qui sont à considérer. Enfin, le projet de réhabilitation. Ce que l'on va y faire. Vous avez plusieurs intervenants sur ce projet de réhabilitation. Un premier qui est le cabinet Azurel avec Ludovic Burel. C'est un marchand de biens qui était assez connu et qui aujourd'hui s'est spécialisé dans des opérations de déficit foncier. On s'entoure des meilleures personnes dans le cadre de la conception de ce projet-là. Le cabinet Azurel en fait partie. Donc c'est cette personne qui va porter le projet. Enfin, sur un second temps, le cabinet Rivière Avocat,
Cabinet Rivière Avocat, c'est aussi un cabinet qui s'est spécialisé en droit de l'immobilier et qui fait des montages de déficit foncier à ce jour. Ils ont par ailleurs sécurisé l'opération sur leur montage. Ils garantissent l'avantage fiscal et ils accompagnent les acquéreurs sur l'aide à la déclaration. Grand merci d'ailleurs à Maître Vermuse pour tout l'accompagnement qu'il a pu avoir avec nous dans le cadre de cette opération. Et enfin, un contractant, Pierre de Seine, qui va se charger de piloter les travaux avec une entreprise générale pour mener à bien le projet et donc livrer le projet aux futurs acquéreurs. Sur notre autre slide, on voit le projet de réhabilitation en détail. On a donc 39 logements qui seront faits dans cette résidence. C'est une création de logements avec les typologies suivantes. Des appartements studios, donc des T1, des appartements T2 et des appartements T3. Et comme vous pouvez le voir, les surfaces sont généreuses. On a 10 lots sur les appartements T1 ou T1 bis. Ça va de 24 à 36 mètres carrés. Vous avez des T2, 18 lots de 38 à 56 mètres carrés, ce qui peut être très très généreux sur les appartements notamment. Et enfin les T3, 11 logements de prévus, 51 à 80 mètres carrés. Concernant les parkings, on n'est pas dans le reste. On a 38 places de stationnement qui sont faites, dont 2 PMR à la copropriété. Les studios n'en ont pas. C'est important de le préciser. C'est assez courant que les studios n'aient pas de place de stationnement. Les T2 en ont une. Et enfin, les T3 en ont 2. Concernant l'administratif, on a un PC qui a été délivré, déposé, purgé de tout recours. Point extrêmement important. Petite précision sur la résidence. Il y a une partie neuve qui va être faite. C'est une sorte d'agrandissement. Et ça va nous permettre de pouvoir gagner de la surface habitable dans les appartements des jardins et pouvoir bénéficier de terrasses sur les appartements du premier étage. Cette slide suivante, le projet de réhabilitation. On a deux choses. On a les parties privatives, on a les parties communes. Sur les parties privatives, quelques éléments de détail sur ce qui sera fait. Fenêtre alu avec un râle gris, y compris, non pas sur les volets, autant pour moi, ce qui va être très très beau à voir. Concernant les normes, on est en RT élément par élément, chauffage individuel, et enfin concernant les parties communes, ascenseur. Ascenseur, je pèse mes mots là-dessus, puisque quand on regarde le marché de l'immobilier au Havre, on a en fait assez peu de résidences pourvues d'ascenseurs. La force de ce projet, ça va être d'avoir une bâtisse ancienne, réhabilitée, mais pourvue d'un ascenseur. Ainsi, on touchera un spectre de locataires beaucoup plus large. Toutes mes pensées vont sur les personnes en situation de handicap ou encore des personnes âgées. Des halls sécurisés et une déco faite par un architecte. Ah, voilà une slide qui va en intéresser plus d'un. Les données financières clés du projet. On a une première partie qui est la répartition des travaux. Quelle répartition? Eh bien 18% de foncier pour 82% en moyenne de travaux. Ça peut être plus, ça peut être moins. J'ai pris la grille de prix, j'ai fait une moyenne. Concernant les prix, on est à partir de 165 000 € pour un appartement, comprend foncier, parking et la quote-part d'ASL. Le prix moyen au mètre carré, il est connu, il est 5 700 € au mètre carré, et je mets l'accent là-dessus. En déficit foncier, revenu au prix du mètre carré, c'est l'une des opérations les moins chères qui soit sur la région. Sur le montant du déficit foncier, là encore j'ai pris une moyenne, on est à 231 000 €, on a des beaux chiffres. Sur l'aspect de la location, c'est un point qui est important pour savoir et jauger un petit peu quel sera le potentiel locatif des appartements. J'ai repris mon site préféré, Le Bon Coin, j'ai regardé à nouveau quels étaient les appartements qui étaient proposés. En typologie T1, vous allez avoir 18 € du mètre carré, ce qui donne à peu près des volumes de 26 mètres carrés pour des studios à 490 € excusez-moi, par mois. Vous allez avoir des T2 à 14 € du mètre carré et enfin des T3 à 13 € du mètre carré. Voilà, ça vous donne une idée réelle des loyers du secteur et voilà ce qui ressort. Alors, même si le tableau vous semble un petit peu imbuvable d'un premier abord, rassurez-vous, en fait c'est assez simple. Le cas que j'ai pris, on a un célibataire, un cœur à pendre, qui gagne 100 000 € par an et qui a 10 000 € de revenus fonciers. Il achète un bien avec 190 000 € de travaux éligibles au déficit foncier.
Et ces 190 000 euros de travaux éligibles au déficit foncier, je ne les ai pas pris par hasard. Je les ai pris dans la grille de prix d'un appartement qu'on propose sur la résidence. Les travaux, ils sont éligibles l'année de la signature et les 2 années suivantes. À terme, on va percevoir des loyers, cette personne va percevoir des loyers à hauteur de 8 000 euros pour les revenus fonciers. Les bases sont posées. Maintenant, quand on regarde le tableau, sans déficit foncier, on observe qu'on a bien 110 000 euros de revenus global, donc 29 000 euros d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux qui vont avec. Avec le déficit foncier cette fois-ci. On a fractionné ces fameux travaux à hauteur de 190 000 euros d'EDF en 3 fois sur les 3 années de construction. 60 000, 60 000 et enfin 70 000. Plus, alors, déjà ce qu'on observe, plus de revenus fonciers imposables, ce qui est une très bonne chose. On impute en plus les 10 700 euros sur le revenu global. Le résultat, une économie de 9 880 euros sur les 3 années de travaux. On retrouve le déficit foncier reportable, et à partir de la mise en location, on a une augmentation des revenus fonciers, mais pas de revenus fonciers imposables, ni de prélèvements sociaux. Ce qui est toujours une économie en soi. Et ça continue, comme jusqu'à la fin du déficit foncier reportable, à optimiser bien sûr selon chacun des cas. Dans le cas présent, le client a économisé sur ces 6 années, puisque le tableau est sur 6 ans, 44 796 euros. Ça peut être encore plus si on continue. Jusqu'à 10 ans, j'ai pas eu le temps de faire le calcul, mais ce sera forcément plus. Puisque sur les 6 ans, il lui reste du déficit foncier reportable. Ce dispositif-là, pour bien comprendre, c'est un levier qui est juste formidable pour les personnes désireuses de gommer leur revenu foncier. J'ai une pensée d'ailleurs pour toutes les personnes qui ont réalisé ces dernières années une Pinel. C'est beaucoup de personnes qui ont généralement de bons revenus, des problématiques d'impôts, qui ont des impôts fonciers. Et ça, c'est un produit idéal à présenter, et surtout dans ces prix au mètre carré, à ces personnes-là. Ça leur permettra de remettre le pied à l'étrier sur un projet d'investissement pour réduire leurs impôts, notamment fonciers, leurs revenus fonciers. Je vous invite d'ailleurs, et si vous voulez faire des tests de votre côté, à aller sur le site du cabinet Rivière Avocat. On a un simulateur qui est présent sur le site du cabinet Rivière, qui est une véritable pépite pour bien se rendre compte, prendre des exemples, que ce soit des exemples qui sont personnels ou des exemples qui soient par rapport à un client. Ça vous permettra vraiment d'avoir des chiffres en face pour argumenter ou pour même tout simplement vous rendre compte de l'efficacité de ce dispositif-là. Le calendrier prévisionnel. Donc là, voilà un petit peu le déroulé du projet. On est en phase de lancement commercial cette semaine. Les clients vont pouvoir signer un compromis et donc adhérer à l'ASL. Le 4e trimestre de cette année, ça va marquer le premier pas, les actes notariés, avec les premiers appels de fonds pour l'ASL. Et pour rappel, l'ASL contracte avec un contractant général, Pierre de Seine, et entre contractant général et entreprise, il y a un contrat qui est fait pour les travaux. Le premier trimestre 2026, ça va démarrer en parlant de travaux. Et enfin, si on se porte un petit peu plus loin, le 4e trimestre 2027, on va réceptionner ces travaux. L'année de parfait achèvement, l'ASL, est dissoute. Après l'année de parfait achèvement, autant pour moi. Donc voilà la conclusion de ce webinaire. C'était court, assez intense, je peux le reconnaître. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Si vous avez une question, vous avez mes coordonnées qui sont juste en bas. Vous pouvez me recontacter à tout moment et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions et à vous accompagner si toutefois vous souhaitez échanger de cette résidence avec vos clients. Bonne journée à tous et à bientôt.